Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, je ne me force jamais à écrire. On ne va pas tirer les fleurs par les cheveux pour les faire pousser. J'écris seulement si quelque chose me coule du cœur jusqu'aux mains. Dans le meilleur des cas, je travaille, mais simplement comme une fleur travaille, ni plus ni moins. Parfois, je mobilise toute mon attention pour tout maîtriser et je rate. Mais à d'autres moments, je réussis tout, sans regarder comment je pose le pied sur le fil, comme un funambule qui a les yeux fermés. Quelquefois, mes phrases prennent mes mains pour s'écrire simplement, sans histoire. Alors j'improvise. L'improvisation, c'est beau. C'est comme attraper l'éternel par les cheveux. On prend le ciel et on le coud à la terre. C'est ce que fait Dinu Lipatti. Quand il joue, on voit la neige fraîche, quand la lumière de la lune vient s'y briser. Quand il joue, que ma joie demeure, il atteint une profondeur de simplicité magnifique. La musique s'ouvre sous ses doigts comme une rose. Il arrive à faire chanter à la fois la neige, la lune et la vie. Le fil, c'est le cœur. Les notes sont les perles. Glenn Gould fait tomber les perles du collier des notes dans un désastre glacé. Mais Lipatti joue avec le cœur. Ça fait un collier inaltérable. Il est si beau qu'il pourrait même aller à la Sainte Vierge, qui pourtant ne porte pas de bijoux. Alors, écoutons Dinu Lipatti. Ce que j'ai lu en guise de préambule sur l'écrivain au travail, avec l'hommage rendu au pianiste roumain Dinu Lipatti, c'est le poète Christian Bobin qui l'a écrit dans un recueil de paroles réveillées et recueillies par la poétesse et femme d'un dompteur de fauves, deux passions dont le lien fait sens, Lydie Datas. Elle précise au seuil du livre intitulé « La lumière du monde », je la cite, « Les paroles qui vont suivre n'ont pas été enregistrées. Il m'a semblé que la froideur de la technique nuirait à l'éclosion d'une vérité brûlante. Je les ai donc cueillies une par une à la main. Afin qu'aucune n'échappe, je n'avais que la tension extrême de mon écoute. Celle-ci rendit mon interlocuteur encore plus présent à sa parole. Pour en restituer toute l'ardeur, j'ai supprimé ensuite l'échafaudage des questions. Quoi de moins inspiré qu'un interrogatoire? J'ai vu alors que la maison tenait debout, brillante dans la lumière. Aussi,
Nombre de paroles contenues dans le recueil La lumière du monde sont-elles des hommages rendus ou parfois des rejets assumés des écrivains connus ou moins connus que Bobin a lus? Pour éclairer le titre déjà si lumineux, La lumière du monde, voici ce que Bobin affirme. C'est le feu qui décide, le feu de l'esprit, et il passe où il veut. Il n'a besoin pour prendre que d'un bois sec, c'est-à-dire d'un cœur ferme. D'ailleurs, le Christ n'a rien écrit. La lumière du monde ne vient pas du monde. Elle vient de l'embrasement de ces cœurs purs, épris plus que de même de la simplicité radicale du ciel bleu, d'un geste généreux ou d'une parole fraîche. Ce n'est pas uniquement affaire d'écriture, sainte ou non, et j'irais même jusqu'à dire que certains illettrés peuvent avoir dans ce domaine une supériorité de vision sur la tribu myope des lettrés. Donc, lisons aussi ce que Christian Bobin a écrit à propos, par exemple, d'Arthur Rimbaud. Rimbaud, c'est comme quelqu'un qui a fait un casse. Il fait un casse dans le ciel, rien ne lui a jamais suffi, même une fortune. Pourtant, il n'y a que l'or qui compte pour lui. D'abord l'or spirituel, ensuite l'or matériel. D'un coup de poing, il fait éclater la vitre, derrière quoi étaient les plus beaux joyaux. Il rafle tout ça et il le laisse tomber un peu plus loin. Il a la terrible négligence du voyou qui n'a même pas l'idée du partage et jette ses diamants comme des bouts de ferraille. Il y a un grand principe de déception chez Rimbaud. Son impatience discrédite tout ce qu'il peut trouver. Ce n'est jamais ça. On dit que les chiens hurlent à la mort. Rimbaud, lui, hurlait à la vie. Il n'y a que Dieu qui soit à la taille du don et de l'impatience d'un tel jeune homme. On dirait que les autres avaient le temps de se tromper et que lui ne l'avait pas. À peine arrivé dans une gare, au lieu de monter dans le wagon, il voudrait être transporté tout de suite à l'arrivée. Son orgueil et son appétit sont plus grands que les plus belles pierres qu'il a trouvées. C'est pour cela qu'il est si grand. Les intellectuels font toujours comme si aucun livre ne pouvait changer la vie, mais pas avec Rimbaud. Quand le cœur se trouve dans l'alignement même du soleil, c'est le plus beau. Il y a alors quelque chose qui échappe à toute maîtrise. On n'a plus à se mêler de rien parce qu'on est délivré de soi-même sans être dans la froideur du détachement. Ce qu'il est à la fois incompréhensible et miraculeux. Je ne vois aucun autre exemple dans la littérature. Je suis un pommier dans un verger ordinaire et je donne des pommes. Mais dans le pré à côté, il y a un pommier qui donne des pommes en or. Rimbaud est un pommier en or. Il y a ce pommier en or, mais il y a aussi des géants de la littérature sur qui Bobin porte un jugement plus nuancé, voire critique. Les auditeurs jugeront si l'opposition très marquée entre les écrivains qui éveillent et ceux qui égarent est ici pleinement pertinente. Voici ce qu'écrit Christian Bobin. La littérature que j'aime est faite par des braconniers qui traquent le réel et rabattent le gibier merveilleux jusque sur le lecteur. À nos pieds de lecteur s'envole soudain une perdrix ou un oiseau encore plus rare. L'autre littérature est faite par des gens qui, par des moyens plus ou moins violents, rabattent les lecteurs sur leur personne à eux. Quand ça marche, l'auteur devient sa propre statue. Or, on ne nous donne pas les moyens de distinguer entre ces deux littératures. Il y a des maladies culturelles et cette indifférenciation en est une, mais elle est si répandue qu'elle fait figure de santé. La recherche du temps perdu, c'est splendide et inutile, et je m'y suis égaré un temps avec délectation. Le contraire de ce livre, c'est l'idiot de Dostoïevski. Je n'ai jamais rencontré d'adorateurs de Dostoïevski, mais des gens qui avaient été brûlés par cette lecture. Il parle des âmes comme de l'enjeu d'une bataille, quand Proust parle du moi. Proust est un esthète et Dostoïevski un vivant.
C'est un éclat pur de vie, comme une étincelle qui saute du feu. Cette vie pure du feu délègue une étincelle qui saute dans le livre. Alors, celui-ci n'est plus qu'un instrument très pur au service du vivant. Quant à l'esthète, il faudrait imaginer un menuisier qui proposerait ses propres instruments de travail, rabots, scies, etc., à l'admiration du lecteur, au lieu de ses meubles, ce qui serait imbécile. Mais un véritable lecteur mourrait de faim chez Proust. L'étrange, c'est que j'ai pu passer d'une lecture à l'autre sans m'apercevoir de cette différence capitale. J'ai lu L'Idiot à 17 ans et La Recherche du temps perdu à 30 ans. J'ai donc vu la vérité avant de la perdre ensuite. C'est une expérience plus fréquente qu'on ne croit. On trouve de l'or et on l'échange contre de la pacotille. J'ai goûté de tout et je n'ai plus été capable de goûter car j'avais trop lu. Un auteur en amenait un autre et le chassait. Je finissais par trouver tout bien, surtout ce qui était rendu intouchable par le sacre du temps. Une clarté forte est passée avec Dostoïevski, mais je l'ai enterré sous l'ombre d'une multitude d'autres livres, dont La Recherche du temps perdu. Maintenant, je n'ai plus envie d'avoir cette indulgence paresseuse qui consiste à mettre n'importe quel auteur à côté de n'importe quel autre. On ne peut pas aimer de la même façon ceux qui éveillent et ceux qui égarent. Il devrait être impossible de parler avec la même voix de Dostoïevski et de Proust pour ne parler que de ces deux géants de la littérature. Meurt-on de faim à la lecture de Proust? Faut-il choisir entre Proust et Dostoïevski? Reste que, dans une section du livre, la dernière, intitulée « Le paradis de la mort », Bobin affirme ceci. Il y a quelque chose que je ne peux pas oublier, et je ne sais pas ce que c'est. C'est cette chose-là que j'espère retrouver quand je mourrai. La fin de notre vie ne coïncide pas forcément avec le jour de notre mort. Pour certains, elle vient bien avant, mais pour celui qui est vraiment vivant, elle ne vient peut-être jamais. Je ne désespère jamais parce que j'ai toute confiance en la mort. J'ai en effet une confiance en la vie qui va jusqu'à cet extrême-là. La mort, qui est du temps, ne peut pas toucher quelque chose qui n'est pas du temps. Mais il faut faire un effort énorme pour le voir. Il y a quelque chose qui se maintient malgré la mort. Cette chose est comme une joie irrépressible, une joie sans cause qui me parle de Dieu et de son absence, une lumière qui reste, comme une fleur qui n'aurait besoin du support d'aucune tige. Il y a la douleur du deuil,
mais il y a aussi une douceur énorme de la pensée des morts. Ce fragment, lu, renvoie au deuil, à la perte d'un être cher. Pour Bobin, ce fut en date du 12 août 1995 qu'il dut affronter la mort de Guylaine, la femme qu'il aimait. Voici comment s'ouvre le livre intitulé La plus que vive, qui s'efforce de conjurer cette mort, d'opérer un sacre revivifiant pour transcender la perte sans en oublier l'incandescente brûlure. L'événement de ta mort a tout pulvérisé en moi, tout sauf le cœur que tu m'as fait et que tu continues de me faire, de pétrir avec tes mains de disparu, d'apaiser avec ta voix de disparu, d'éclairer avec ton rire de disparu. Je t'aime, je ne sais plus écrire, je ne vois plus que cette seule phrase à écrire. C'est toi qui m'as appris à écrire, c'est toi qui m'as appris à la prononcer comme il faut, avec une énorme lenteur, en détachant chaque mot, avec une lenteur de plusieurs siècles, avec cette lenteur adorable qui était la tienne lorsque tu devais te livrer à des choses pratiques, faire une valise, ranger une maison. Tu es la femme la plus lente que j'ai jamais connue, la plus lente et la plus rapide. 44 ans de ta vie sont passés comme un éclair très lent, d'un seul coup avalé par le noir. Je t'aime, cette parole est la plus mystérieuse qui soit, la seule digne d'être commentée pendant des siècles. À la prononcer, elle donne toute sa douceur. À la prononcer comme il faut, en silence, au secret de ta mort fraîche. Le « e » du dernier mot ne s'entend presque pas. Il bat des ailes et s'envole. Je t'aime, Guylaine. Il est hors de question de mettre cette parole à l'imparfait. Les fleurs sur la tombe de Sainte Ondrace, en Isère, ont fané une semaine après l'enterrement. Je t'aime, cette parole reste vive, et le temps de la dire couvre le temps entier d'une vie, pas plus, pas moins. C'est le 12 août 1995 au Creusot que la mort te saisit par les cheveux. Tu crois te plaindre d'une migraine. Tu crois dire quelque chose d'anodin et tu tombes. Une pluie d'étoiles rouges partout dans ton cerveau. Rupture d'anévrisme, c'est ce que disent les médecins. C'est leur nom pour dire l'indicible. Cette soudaine hémorragie de force dans le corps de ceux qui t'aiment, le sang qui ne coule plus dans les veines des morts, ce sont les vivants alentour qui le perdent. Tu n'as pas eu le loisir d'être malade. La mort est descendue sur toi sans prévenir, comme l'aigle noir de la chanson de Barbara. Tu aimais bien cette chanteuse, tu aimais cette voix insouciante, libre et amoureuse. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, surgit de nulle part, est venu l'aigle noir. Ses ailes t'ont recouverte en une seconde, Guylaine. Ses ailes étaient si grandes que l'ombre en est venue sur ceux qui t'aiment, et pour longtemps.
ce même livre, La plus que vive, il y a aussi ce fragment pour évoquer la fille de Guylaine qui, à sa manière, encore tout enfant, sonde l'abîme du deuil pour mieux le jouer ou le déjouer. Voici ce que Christian Bobin écrit. Je me promène avec Clémence au parc de la Verrerie. Il y a une cabine téléphonique installée pas loin des jeux. Parfois, le mercredi, quand je voyais qu'elle et moi allions rentrer à la maison plus tard que prévu, je t'appelais de cette cabine. Je t'expliquais que nous ne serions pas là à l'heure convenue, mais que nous rentrerions bien, sains et saufs, barbouillés de rire, qu'il ne fallait pas t'inquiéter. Clémence, une semaine après ta mort, me montre cette cabine dans le parc. Et si on l'appelait, me dit-elle. Je la fais entrer dans la cage de verre, je l'installe sur le rebord métallique qui sert pour les annuaires, et je la regarde décrocher l'appareil, appuyer sur toutes les touches du cadran, et, pendant plusieurs minutes, se taire, écouter, n'intervenant que pour dire « Oui, oui ». À la fin, je lui demande « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Elle me répond. Elle demande si tout va bien et si on est encore tous ensemble. Je lui ai dit que oui, et que je continuais à faire des bêtises avec le gros bêta. Puis nous sortons de la cabine et revenons au doux travail de rire et jouer. Il y a 1000 façons de parler aux morts. Il fallait la folie d'une petite de 4 ans et demi pour comprendre que nous avions peut-être moins à leur parler qu'à les entendre, et qu'ils n'avaient qu'une seule chose à nous dire. Vivez encore, toujours, vivez de plus en plus, surtout, ne vous faites pas de mal et ne perdez pas le rire. Cette simplicité de Christian Bobin lui a souvent valu l'étiquette de simple d'esprit, enclin à la mièvrerie d'une religiosité naïve et superficielle. Il en était conscient au point de dire, je le cite, « On veut m'enfermer dans la cage de la mièvrerie, mais cette cage est vide. Je ne l'ai jamais habitée. J'écris sur des choses très pures, des sentiments profonds, tragiques, heureux de la vie désertée, percée d'écrans. Si je parle de la joie, c'est parce qu'elle se détache du noir. » À cet égard, le texte que Bobin consacrera à saint François d'Assise, avec pour titre « Le très bas », permet de mieux cerner le rapport que le poète entretient avec le divin. On songe alors, avec un médium certes bien différent, au film de Roberto Rossellini, Francesco Giullare di Dio, Giullare signifiant jongleur, qui a été traduit en français par les 11 Fioretti de François d'Assise, c'est-à-dire les Fioretti étant un recueil anonyme du XIVe siècle, donc quelque peu postérieur à la mort de saint François, qui est mort en 1226. Le très bas porte cette dédicace à Guylaine Marion, délivrant par son rire tous les chemins de l'encre.
La prochaine fois, je consacrerai une autre émission à Christian Bobin et en particulier au livre que je n'ai fait qu'évoquer trop brièvement, Le Très Bas, qui est une évocation de la vie de Saint François d'Assise. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre un morceau de Bach interprété par le pianiste roumain Dinu Lipati, avec un arrangement de la pianiste Dame Mira S, qui avait pour titre « Que ma joie demeure ». Puis vous avez entendu un second morceau interprété une fois encore par Dinu Lipati. La numérotation de Bach commence toujours par BWV. Il s'agissait donc du BWV 639. Le troisième morceau était un morceau toujours de Bach, interprété par un jeune interprète islandais, Vikingur Olafsson. Il s'agissait d'une adaptation, là aussi, de l'adagio du concerto en ré mineur, BWV 974. Et enfin, le quatrième morceau était un autre extrait, toujours interprété par le pianiste Vikingur Olafsson, et il s'agissait d'une cantate, là encore, transcrite par le pianiste lui-même, de la cantate BWV 54. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine, dans 15 jours plus exactement, pour un second volet qui sera consacré, encore une fois, à Christian Bobin. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.